Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le grand plateau d'RTC pour l'émission actuelle. Merci d'être là, fidèle au rendez-vous. On sait qu'on peut compter sur vous. Je sais que je peux compter sur lui, c'est Fred Matriche, il est là, un pilier. Bonsoir Philippe. Ça va bien? Ça va et vous? 101e émission. Pour moi, oui, tout à fait. Oui, pour vous. Ouais, ça commence à chiffrer. Hein. Mais oui, et pourtant vous restez jeune. Ah, c'est vrai? Svelte? Un peu de sport ou... Tout, Ouais. un peu comme notre invité de ce soir, qui est fit. Pierre Eben, vous êtes sans émission de moins, donc je suis moins fatigué évidemment. Mais... Oui, c'est vrai, effectivement. Merci de nous avoir rejoints. Avec grand plaisir. Conseiller communal à Liège, conseiller communal Vert-Ardent, mais pour un mouvement que vous avez créé il y a quelques années. On va en parler dans quelques instants. On va parler un peu de votre carrière politique. On vous accueille pour différents thèmes. On sait que vous êtes parfois... en lutte contre certains projets dont vous pensez que d'un point de vue environnemental, ils ne sont peut-être pas les plus pertinents pour la ville de Liège. Et cette semaine, vous avez aussi évoqué le Qatar, la Coupe du Monde au Qatar, et de voir quelle action on pouvait mener contre cette Coupe du Monde en quelque sorte en tant que citoyen. On va commencer tout d'abord peut-être par le conseil communal de la ville de Liège, justement, pour avoir votre regard sur le travail qui est effectué. On sait que c'était une période un peu compliquée, il y a eu du travail en virtuel, puis du présentiel de nouveau. Comment on travaille en tant que conseiller communal? Ouais, c'est vrai que donc moi c'est la première fois que je suis militant de longue date, mais je me suis retrouvé élu pour la première fois sur cette liste Vert-Ardent en 2018, et donc on a eu une grosse année pour se lancer, voir comment ça fonctionne, voilà. Et puis effectivement cette situation un peu entre deux, je dois avouer que je suis content qu'on soit revenu à du présentiel. Je pense que la politique c'est aussi une question de rapport humain, de conviction qu'on espère partager, et c'est quand même plus simple quand on est en chair et en os, quand on se voit pour faire ce genre de choses. Donc je ne suis pas un grand fan du virtuel. Et vous, qui êtes militant depuis longtemps, de gauche, voire d'un peu plus à gauche que la gauche, quand vous entrez dans un appareil politique comme un conseil communal, comment vous prenez la chose? C'est quand même un endroit un peu particulier. D'abord, on arrive là parce que des gens nous demandent de porter quelque chose. Ouais. Voilà, on porte un programme qu'on a construit ensemble d'une façon, je pense, assez originale avec Vert-Ardent. Et donc c'est un sentiment de responsabilité qui m'habite. Et voilà. Et puis Vert-Ardent, c'est quand même un travail d'équipe. Vraiment, on est une chouette équipe. Donc il y a une répartition. J'ai pu compter sur des gens qui étaient conseillers communaux. Je pense à Quentin Lebussy qui a écolé les petits nouveaux qui arrivaient, etc. Et donc un Guy Crétels aussi. Voilà, on a des gens qui nous ont aidés à faire le pas et à prendre progressivement nos marques dans cette façon de fonctionner. Bon, ce qui me marque, moi, c'est la lenteur. Je dois dire que c'est quelque chose qui, pour quelqu'un qui est militant, c'est qu'il faut revenir à la charge. Bon, j'ai quelques marottes, quelques dossiers sur lesquels j'essaie de travailler. C'est vraiment très lent de faire bouger les choses. Et l'autre élément, c'est ce rapport majorité-opposition que je trouve parfois un peu triste. Je pense qu'il y a des choses qui sont des choses chouettes, qui sont apportées par l'opposition, qu'on est porteur de choses, et que c'est très compliqué de se voir créditer des idées qu'on essaye de faire avancer. Et de temps en temps, il y a des idées qui sont des bonnes idées qui ne passent pas simplement parce qu'elles ne viennent pas des bonnes personnes. Et c'est dommage, en tout cas nous comme opposition, quand il y a des chouettes choses qui sont faites par la majorité, parce qu'il y en a, on se fait un devoir de les saluer. Je pense que la politique, c'est évidemment des visions différentes. Oui, je suis un homme de gauche et donc je ne suis pas très heureux d'avoir le Parti socialiste qui a choisi d'aller gouverner avec la droite ici à Liège. Mais c'est quand même, cette idée du bien commun. On est quand même tous des habitants de cette ville. L'idée des villes, comment les villes sont respectées et comment on leur donne dans notre région la possibilité d'être des lieux agréables à vivre, c'est un vrai débat sur lequel je pense tous les gens qui font ce choix d'habiter en ville, voilà, c'est quand même un trait d'union entre nous, quelles que soient nos orientations. Et donc moi je pense que de temps en temps on pourrait plus être dans l'écoute de ce qui est apporté par l'opposition. Oui. Vous êtes à l'intérieur de Vert-Ardent, mais pas comme écolo à la base. C'est ça, donc moi je suis membre du mouvement Demain, qui est un mouvement éco-socialiste, j'ai envie de dire les vrais éco-socialistes. Ça fait 20 ans, même avant d'être au mouvement Demain, que c'est vraiment l'idéologie que je porte, c'est-à-dire l'idée qu'il y a 3 piliers aujourd'hui importants, c'est la question environnementale, c'est la question sociale et c'est la question démocratique, et que ces 3 choses sont intimement enchevêtrées et que réfléchir l'une sans l'autre n'a pas beaucoup de sens. Et donc oui, on avait envie en fait à la fois d'être dans une structure qui permet de peser, d'être une équipe,
Et on était trop petit pour le faire seul, disons les choses. Ce que Vega, dont vous avez fait partie également, ne permettait pas? Alors, Vega est une très belle aventure, je dois dire. C'est la première fois qu'on a fait ça et on a montré qu'il y avait la possibilité de changer le schéma politique. Et je pense que quelque part, Vert-Ardent est né aussi parce qu'il y a eu Vega. Je pense que ça a fait réfléchir une série de personnes sur cette capacité de travailler autrement. Et bon, moi, je suis très heureux qu'Ecolo, du coup, ait fait cette proposition de travail en commun, d'ouverture à nous et plus globalement à des gens qui n'ont une carte ni chez Demain, ni au mouvement Écolo et qui font vivre ce mouvement. Je crois qu'on est la seule formation à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des assemblées citoyennes dans les quartiers, avec chaque fois une cinquantaine de personnes, de mettre des thématiques en débat, de prendre des propositions qui viennent de ces échanges qu'on a avec les citoyens et de les porter au conseil communal. Voilà, il y a une façon de faire de la politique différente, qui est très présente, qui est dans l'ADN du mouvement Demain et qu'on retrouve dans ce qu'on a pu faire au sein de Vert-Ardent. Donc c'est une belle expérience à l'échelle locale que celle-là. Et puis très concrètement, se mettre ensemble, c'est la capacité d'avoir un poids pour pouvoir faire bouger les lignes de cette ville. Ça, je pense effectivement, c'est le point faible des petites formations. Je pense qu'on peut, peut-être encore plus simplement, quand on est seul, porter cette proposition sans avoir à trouver des points d'équilibre. Mais par contre, on est moins en capacité de faire bouger les lignes. Éco-socialiste, vous dites, mais vous avez aussi été, dites-moi si je me trompe, porte-parole national du PC de Wallonie-Bruxelles. Une grande fierté pour moi, oui. Voilà, donc PC, Parti communiste. Oui, donc c'est ça. Alors je sais que le mot communisme, vu tout ce qu'on a fait au nom du communisme, évidemment, ne soulève pas un grand enthousiasme, mais c'est bien logique. Le Parti communiste, en fait, en Belgique, il faut savoir que c'est une sorte de scission de gauche du Parti socialiste, avec Joseph Jacquemotte, et que les figures qui sont les figures marquantes de ce parti, ça a été, par exemple, Julien Lahaut, qui était un lutteur important pour des questions institutionnelles comme la défense de la République. Ça a été des figures comme les premières figures qui se sont battues, comme Willy Peers pour le droit à l'avortement. Donc moi, je suis très fier d'avoir été de cette initiative. J'étais dès le début un peu en marge, puisque je suis arrivé à travers à l'époque Germain Dufour qui faisait liste commune avec le Parti communiste, donc cette fibre environnementale était là. J'avais cette image de gauche unie qu'ils avaient fait, dans laquelle on avait uni des syndicalistes de gauche, le Parti communiste et une petite formation bruxelloise portée par Isabelle Stengerski qui s'appelait Vega. Et c'est de là que vient aussi l'idée d'avoir repris le nom Vega à Liège. Voilà, c'était ça mon idée. Et quand j'ai vu que faire ce travail d'une gauche rouge-verte à reconstruire à la gauche du PS et d'Écolo n'était pas possible et que le Parti communiste allait plutôt vers un mariage avec le PTB avec lequel j'ai des divergences importantes, j'ai simplement décidé de reprendre ma liberté. Je pense que les partis, c'est des outils avec lesquels on peut collectivement faire avancer des idées et c'est la logique qui est restée la mienne. Voilà. Un mot, tout d'abord sur les travaux du tram, parce que c'est quand même comme quelque chose qui vous a occupé et qui vous occupe toujours au sein du conseil communal. On a appris que la société Colas a été en difficulté, qu'elle a été refinancée par sa maison mère Bouygues. Bon voilà, ces travaux, il faut juste en sortir. Quel est votre regard par rapport à la situation actuelle? La première chose à dire, parce que c'est quand même un petit message qu'on entend beaucoup, c'est qu'on a besoin de ce tram. J'entends plein de gens qui, notamment, habitent hors de la ville et qui veulent juste l'utiliser comme un outil dans lequel on vient pour faire des choses. Et c'est bien que des gens viennent dans la ville, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais les gens qui habitent cette ville ont besoin de ce mode de transport en commun bien plus évolué que ne sont les bus. Donc on en a besoin, premier élément. Dès le début, moi j'ai fait partie d'une formation qui a combattu l'idée des PPP, partenariats public-privé. Alors, on y a été pour tout un tas de raisons. L'Europe n'aide pas. Mais enfin, je vois que dans le même temps, on a fait les extensions, le métro et puis les extensions du métro à Charleroi avec de l'investissement public. Je vois que la deuxième partie du tram à Liège, elle va être faite à travers de l'investissement public. Donc, il y avait possibilité de faire autre chose. Les responsabilités, il y a ce jeu de ping-pong où les gens se renvoient la balle qui est responsable du fait que ça passe pas. Pour moi, elles sont relativement partagées. Il me semble quand même, et c'est ça qu'on montre, pourquoi est-ce qu'on a fait le PPP? Parce que c'était mieux un acteur privé. Qui est-ce qui foire le plus aujourd'hui dans le dossier? C'est Colas. Objectivement, il faut le dire, c'est l'acteur privé qui peut-être a fait une offre de prix qui était pour avoir le marché qui était trop basse et qui donc n'a pas mis les moyens qu'il fallait. Alors Liège est une ville millénaire, quand on ouvre le sol, on trouve des tas de choses, c'est vrai. Il a eu par ailleurs des éléments qui sont objectifs, je veux dire, le fait qu'à cause des inondations, quand on ouvre une canalisation et qu'il faut la bouger, etc., la CIL ou RESA sont moins à disposition, c'est un fait. Le fait qu'il y a eu la pandémie, qu'il y a eu un impact, c'est un fait. Voilà. Mais moi, je pense que ça montre quand même que penser que c'est mieux d'aller par un acteur privé, c'est pas une bonne idée. On perd de la compétence et les acteurs publics, mais je pense qu'on devrait au contraire prendre ça comme une occasion d'en reconstruire. Et dernier élément que je veux donner, dans cette idée que la ville de Liège n'est en tant que telle pas responsable de cet énorme balafre qu'on construit au cœur de la ville et du retard qu'elle prend. Par contre, il y a clairement du côté singulièrement de l'Échevinat qui est en charge de la question des commerces, un manque d'anticipation flagrant.
Un exemple concret, on sait qu'il y a des rues qui sont pendant de longues durées impactées. Il était possible, et la région vient de dégager 11 millions pour la ville encore récemment, il était possible de décider, on va mettre des espaces modulaires à disposition d'autres endroits, sympas, vitrés, beaux, etc. Et on fait des événements du fait d'avoir des commerces qui, pendant un certain temps, doivent se mettre à un autre endroit dans la ville. Et on n'a pas fait ça. Oui, on n'a pas fait ça. Nous, on avait proposé aussi, par exemple, de faire, plutôt que de l'aide linéaire qu'ils ont fait à travers des chèques qui ont été très mal adaptés en fait, au petit commerce local, qui est celui qu'on veut défendre nous, on a proposé de passer par la monnaie locale. Ils l'ont fait à Charleroi. À Liège, on nous explique que c'est impossible, alors qu'on a des gens qui sont des acteurs de ça. Ça aurait été une façon d'aider. Les monnaies locales, elles ne sont pas utilisées par les grandes firmes qui sont présentes avec des grands magasins à Liège. Elles sont utilisées justement par des petits commerces qui font des produits différents, qui ont cette logique d'une économie circulaire au sein de la ville. On nous a refusé ça. Je pense que c'était pourtant une bonne idée. Le cheminat du commerce qui est de quelle couleur politique, dites-moi? Qui est émer, c'est ce qu'on appelle l'échevin. On dit que les émers ont 2 échevins et demi, donc c'est le demi-échevin qu'il y a. Je sais que je me suis fait un peu reprendre violemment, mais si on regarde le nombre de points qui sont inscrits au conseil communal chaque mois par ces chevillas-là, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, mais ça montre quand même que ça n'a pas l'importance que ça devrait avoir, surtout dans ce contexte qu'on connaît aujourd'hui avec le tram. Vraiment, nous, on pense que l'idée n'y est pas, on multiplie les goodies, une série d'initiatives qui ne sont pas négatives en soi, mais qui sont manifestement insuffisantes pour répondre aux vrais problèmes qu'on a devant nous. On reviendra sur l'initiative concernant le Qatar dans une deuxième partie de l'émission, mais il faut absolument qu'on avance. Donc je vous propose de passer tout de suite au portrait chinois. Pierre-Étienne, on va essayer de le faire un peu rapide, comme ça on pourra revenir sur les thématiques qui nous concernent. Si vous étiez un animal? Alors, avant d'avoir des enfants, j'ai beaucoup fait de plongée. Et un de mes souvenirs les plus émouvants, c'est d'avoir rencontré un hippocampe. Et donc, j'avoue que je suis un fanatique de l'hippocampe. C'est un animal millénaire, 40 millions d'années, et qui, par ailleurs, le mâle a l'avantage d'assurer la gestation. Donc, en plus, c'est un animal féministe avant l'heure, et voilà, très beau, très gracieux. Donc, voilà, j'ai une passion pour les hippocampes. Différemment désormais. Un végétal. Un végétal, une rose bien rouge et locale. Évidemment, c'est à la fois une fleur de l'amour et à la fois une fleur de la lutte sociale. Donc voilà. Un objet. Un objet. Un livre, sans doute un livre, oui. C'est un bel objet. J'aime cette idée qu'on peut. Mais un livre. Quel livre? Alors quel livre? Alors dans les choses qui sont bien faites au niveau communal, on a quand même des belles bibliothèques, pas ouvertes assez à mon goût, et moi j'en ai une à Jupy dans mon quartier que j'aime beaucoup, donc j'y vais régulièrement chercher des livres. Si je voulais vous parler des livres que je lis le plus pour le moment, ce sont les Poppy. C'est peut-être pas ça dont vous parlez, puisque j'ai un enfant de 19 mois, mais pour les livres que j'aime lire, j'avoue que je lis pas mal de romans, et aussi j'ai découvert le plaisir, quand on a moins de temps pour lire, des romans graphiques. Et donc j'ai lu récemment un roman graphique qui s'appelle Les Petites Victoires d'Yvon Roy, qui est un roman graphique sur un papa, auteur de BD d'ailleurs, et sa vraie vie qu'il raconte, qui découvre que son fils a de l'autisme. Et c'est le combat de ce papa pour que son enfant reste dans un enseignement classique et ne soit pas parqué, réduit à ce qui lui arrive. C'est vraiment, rien qu'en parlant, j'ai de l'émotion. D'ailleurs, c'est un livre merveilleux, disponible dans les bibliothèques communales, donc plongez. C'est important. Une chanson. Une chanson, je suis un fan absolu de David Bowie, donc je dirais David Bowie, Heroes. David Bowie. D'accord, donc un documentaire est peut-être toujours à l'affiche au Grignou, documentaire important. Un film. Un film. Alors on a la chance à Liège d'avoir les Grignou, il faut le dire, ça nous permet d'avoir vraiment des beaux films. Les derniers que j'ai vus ne m'ont pas marqué, mais je prends quelque chose d'un tout petit peu plus ancien. J'ai été voir le dernier film de Yann Bucois, La dernière tentation des Belges. Et alors j'aime ce mélange de. Alors d'abord, c'est un Flamand qui visite la Wallonie avec son œil. C'est un mélange de poésie, de cynisme, voilà. Et il y a Alice Dutoit, alias Alice on the Roof, que je trouve vraiment très très bonne actrice dans ce film, donc je l'ai bien aimé. Sportive ou un sportif? Alors je suis on en parlera, mais je suis un fan de football. Et j'ai un faible absolu pour Mehdi Carcella, j'avoue. Ce sera demain le Classico, on le rappelle, si vous nous regardez en première diffusion, face à Anderlecht pour le Standard. Et puis une personnalité qui vous a inspiré? Je dirais Rosa Luxembourg, à la fois une femme et quelqu'un qui a porté une vision différente du socialisme ou communisme, on dira comme on veut, dans laquelle elle avait dès le début compris cette question de la démocratie, de l'essence démocratique d'un projet qui véritablement soit égalitaire. Donc voilà, Rosa Luxembourg, femme que j'aime beaucoup. Parfait, on va parler de l'actu maintenant avec tout d'abord le tour de l'actu.
Pierre-Eben, 4 thèmes d'actualité à vous proposer. National, international, tout d'abord. Les cours du gaz, ils sont montés très très haut. Et bien là, maintenant, ils sont plutôt en chute libre parce qu'il y en a trop. Donc, comprenne qui pourra. Et en tout cas, le portefeuille du citoyen, lui, n'en perçoit pas encore totalement les bénéfices. Il y a eu une grève de plusieurs jours à l'aéroport de Charleroi et c'était une belle pagaille. C'était un service de sécurité qui défendait ses positions, qui avait déposé un préavis de grève. Manifestement, la direction n'a pas réagi. En tout cas, vous avez peut-être été impacté si vous aviez prévu de voyager. Il y a ce mouvement Just Stop Oil, donc, qui lutte contre l'utilisation de carburants fossiles. C'était à la National Gallery à Londres. Ces 2 jeunes filles, notamment Phoebe Plumer, qui ont jeté de la soupe sur les tournesols de Van Gogh. Sur la vitre qui protège les tournesols de Van Gogh. Exactement, donc c'est ce que j'allais dire dans un deuxième temps. Rassurez-vous, la peinture n'a pas été abîmée parce qu'il y avait une protection, effectivement. Elle a dit qu'elle l'avait fait en sachant qu'il y avait cela, mais c'était pour dénoncer l'utilisation de carburants fossiles. Alors la cohérence, bon, ça... voilà. Et puis, elle a quand même connu 2 monarques, hein. C'est Liz Truss, c'est la première ministre britannique. C'est rarement en Angleterre. Exactement, qui après 45 jours bien démissionné de son poste. Voilà un passage éclair. Un thème qui vous inspire? Alors, je suis assez heureux de ce qui arrive à Liz Truss. Je dois avouer que je pense que c'est un retour de bâton relativement mérité. J'ai plutôt de la sympathie, même si je ne partage pas le mode d'action pour les 2 jeunes filles, mais je vais prendre la question de l'énergie. Je pense que c'est un élément absolument central, ce qui arrive ici. 2 choses que je voudrais dire. La première, c'est qu'on voit quand même l'échec absolu de la logique de libéralisation. Des choses qui sont stratégiquement importantes ou qui sont des besoins de base, ça a vraiment beaucoup de sens de laisser ça d'une manière ou d'une autre en dehors des logiques de marché. Alors ça peut être des structures coopératives, ça peut être avoir des acteurs publics importants, mais là on voit toute la logique complètement folle qui consiste à ne pas avoir ça dans ses mains. Et la réponse qui est donnée aujourd'hui, et elle est insuffisante, mais c'est que les États, grosso modo, épongent la différence, c'est-à-dire que les acteurs privés continuent à engranger d'énormes surprofits, mais qu'on essaye, l'État, c'est-à-dire nous, la collectivité d'une certaine façon, essaye d'éponger ça. Moi, je pense qu'il y a un élément sur lequel on n'a pas agi, c'est le fait de reprendre à la main, et je voudrais donner un exemple concret, c'est le biogaz. Moi, j'ai rédigé il y a quelques mois maintenant, avec ma collègue co-président du Mouvement Demain, une carte blanche au sujet, c'est l'action des biogaz en Wallonie. Est-ce que vous savez qu'en Wallonie, on a fait une étude, on a une ASBL qui est spécialisée sur la biométhanisation, qui montre qu'on pourrait faire 15 TWh, alors c'est peut-être un peu théorique comme ça, entre 15 et 23 TWh de biogaz, suivant la façon dont on le fait, c'est-à-dire simplement prendre ce qu'il y a comme déchets aujourd'hui, ou aller un peu plus loin, c'est de faire des cultures qu'on appelle des cultures de rotation, c'est-à-dire ne pas enlever de la culture qu'on fait pour de la nourriture, mais mettre entre la culture qu'on utilise pour ça. Ça représente 15 TWh, 8% du gaz qu'on consomme aujourd'hui. Et l'essentiel de ce potentiel, il est du côté wallon. 8%, si on prend le gaz russe, par exemple, c'est 6,5%. Donc ça veut dire qu'on pourrait se passer intégralement du gaz russe en faisant ça. Et on ne le fait pas. Pire, je vais vous donner un exemple ici, donc un peu plus loin, on a l'unité de biométhanisation qui se trouve à Herstal, là, gérée par Intradel. Est-ce que vous savez que le biogaz qu'on pourrait mettre dans des... On pourrait, avec le biogaz, le potentiel biogaz dont je vous ai dit, on pourrait faire rouler 2 millions de voitures. On pourrait avoir la moitié des ménages qui se chauffent avec ce biogaz. Plutôt que de l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle pour faire de l'électricité, pour avoir des certificats verts. Mais ils vont chauffer la ville d'Herstal en partie, je crois. C'est la deuxième. Donc il y a l'unité de biométhanisation. Donc là, c'est la partie, c'est nos poubelles de déchets organiques. Et puis il y a la partie où on brûle les autres déchets, où on fait de la chaleur. Donc il y a 2 morceaux à Tradel. Voilà. Très belle intercommunale à aller visiter. Et, effectivement, voilà. Qui parfois... Et où on a raté une occasion avec le tram, ça c'est vraiment un truc que je voudrais dire aussi, on a raté vraiment l'occasion en ouvrant la ville de part en part, de passer des tuyaux pour installer des réseaux de chaleur dans toute la ville. Et ça vraiment, c'est une occasion qu'on vient de louper avec la ville de Liège, d'installer un réseau de chaleur qui est très dommageable. Ce qui existe dans d'autres villes, effectivement, notamment... Qui est même obligatoire dans certaines villes aujourd'hui, qui existe à Vienne, qui existe... oui. À propos de Liège et de l'actu, c'est le tour de Liège, allons-y. Là aussi, j'ai choisi 4 thèmes, hein. C'est un choix totalement subjectif. Des astronautes sont venus et d'un peu partout dans le monde visiter des jeunes étudiants pour parler de la Belgium Space Week, faire la promotion de ces métiers du spatial et donc des métiers scientifiques. Il y avait Dirk Fomout, bien entendu, mais d'autres astronautes plus contemporains, ils étaient là. Pierre Grivnier, c'est le dossier Crystal Park, il est... il était arrêté, mandat d'arrêt pour la gestion de ce dossier dont on ne sort pas. Et il faudra mettre effectivement les responsabilités là où elles se trouvent. La justice, en tout cas, a pris en charge tout cela. Et près de Tilf, parce que c'est ce dossier aussi qui dure depuis tellement d'années. Et
il y a maintenant un appel à projet auquel 2 projets ont répondu et la population va devoir se positionner. Et puis enfin, je termine par Christine Defreng à propos du conseil communal de Liège qui annonçait, et c'est une info de nos collègues de Sud Presse, rendons à César, qu'elle allait arrêter la politique en 2024, qu'elle ne se représenterait pas. Voilà, un thème qui vous inspire et pour quelle raison ? Évidemment, choisir c'est renoncer, donc tout ce thème, mais pour ne pas être dans la politique politicienne, je voudrais rebondir sur la question du prêt de Tilf. C'est un des combats que je mène vraiment depuis longtemps, c'est la question de la baignade en plein air. Aujourd'hui, alors la ville de Liège réinvestit dans ses piscines et c'est une excellente chose qu'elle le fasse, mais en été singulièrement, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller très loin, et c'est quand même beaucoup de personnes qui ne peuvent pas aller se balader, il y a très peu de solutions pour faire de la baignade en plein air. Et donc il y a plein de villes qui installent, par exemple Paris a installé des très beaux bassins de baignade en plein air, conçu par des Liégeois, c'est quand même assez drôle. Et donc moi, ça fait vraiment un temps important que je milite pour qu'on puisse avoir une infrastructure, soit un bassin flottant, soit un bassin mis dans un parc, soit aussi de retravailler sur des structures comme le Prétif qui était en bord d'Ourthe pour pouvoir avoir de la baignade. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des gens qui vont se mettre dans la Meuse avec des morts, on en a encore eu récemment. On a des gens qui vont dans l'Ourthe avec une qualité de l'eau qui est catastrophique et on devrait s'intéresser beaucoup plus à la qualité des eaux, etc. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose à laquelle la ville devrait investir et qui n'arrête pas de traîner. On nous dit oui à chaque fois, c'était plébiscité dans Réinventons Liège et pourtant c'est un dossier qui n'avance pas et ça c'est vraiment dommage. D'accord. Fred, on va parler de cette opération sur la Coupe du Monde de Qatar parce que sinon on va passer à côté. Donc avec plusieurs personnes, vous avez lancé une opération Pas Qatar ce soir. Globalement, le mouvement c'est de lutter, de manifester son mécontentement contre cette Coupe du Monde, ce qu'elle véhicule comme valeur, en proposant de manière alternative avec des organisateurs des événements qui permettraient de se passer, de regarder les matchs là-bas, si j'ai bien... Oui, c'est compris l'idée globale. Oui, c'est ça. Donc, à côté de mon mandat d'élu de longue date, je suis dans une association qui s'appelle À Contre-Courant, qui fait plein de choses. On a notamment aussi eu la première pétition au Parlement wallon pour discuter enfin de ce qui se passe avec Liège Airport. Et voilà, on a été sollicité pour refaire quelque chose qui soit... On n'a pas la capacité de boycotter, on n'a pas la capacité d'arrêter cette Coupe du Monde, de la stopper. Alors, les arguments qui disent qu'on se réveille un peu tard, c'est pas vrai. Hein. Je pense qu'on dénonce de nombreuses personnes depuis le début. Et un certain nombre d'entre nous, on aime le foot. Moi, j'ai même en son temps tenté de créer une coopérative. Enfin, on a créé une coopérative pour racheter le Standard. Pour racheter le Standard, pour en faire une société d'une nature différente. Et malheureusement, le sport professionnel tel qu'il fonctionne aujourd'hui est très loin de ça. Il est très loin de ça et ça ne s'arrange pas. Vraiment, on voit les choix qui sont opérés, ça ne s'arrange pas. Ce sont des choix. C'est un reproche que je fais au moins autant à nos instances que ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. On s'est dit on ne peut pas l'arrêter, mais on a un certain nombre à aimer ça et donc on va être frustré. Donc autant rendre cette frustration qu'on va avoir parce qu'on va faire le choix de ne pas regarder quelque chose d'agréable et donc mettons une programmation et donc on va avoir des matchs de mini-foot, des conférences, débats, des pièces de théâtre, des tas de choses qui vont être proposées et on va cibler les moments où il y aura des matchs. Et donc c'est ça l'idée et on construit de manière collective donc une programmation. Vous pouvez proposer des activités, vous pouvez venir avec des associations. Il y a déjà beaucoup d'associations qui participent. Vous pouvez les regarder sur le site, donc www.pasqatarcesoir.be en un seul mot. Vous pouvez déjà aller voir le nombre d'organisations. À Liège, on a les Green You, par exemple, qui sont associés. On a la Fédération des maisons médicales. On a Présence à Action culturelle. On a Etopia. On a un grand nombre d'organisations et d'associations qui participent. On a aussi des centres culturels qui font ce choix, je trouve courageux, qui est de ne pas dire le jour où il y a un match de foot, je ne programme rien, qui disent non, je vais programmer ce jour-là. Et donc on va programmer une séance de cinéma aussi. Voilà, le centre culturel d'Amé, par exemple, est acteur et participe à l'initiative. Donc, vous êtes fan de foot, les Diables Rouges sont en finale de la Coupe du Monde pour la première fois, ça n'est jamais arrivé, vous ne regardez pas le match. On ne croit pas qu'ils seront en finale, mais... Vous vous engagez, vous ne regardez pas le match, on est d'accord? Oui, bien sûr, oui, je sais que c'est une forme de contrition personnelle, si vous voulez, mais voilà, objectivement, ces matchs vont se jouer sur des cimetières à ciel ouvert climatisés. Il y a un moment où on doit être en paix avec sa conscience. J'aurais aimé que ça se passe autrement. J'aurais aimé que Eden Hazard, qu'un grand joueur belge dise voilà, je sais que je pourrais y aller, que ce serait bon pour ma carrière, que je sais que je n'aurai plus l'occasion d'y retourner, etc. Mais moralement, je sais que je vais perdre des sponsors, mais moralement, je ne peux pas faire ça. Voilà. Ça aurait eu un autre poids que des personnes comme nous. Je pense que ça aurait fait bouger les lignes autrement. C'est dommage, ça dit quelque chose du sport et de la façon dont il fonctionne aujourd'hui. Malheureusement, de la liberté des joueurs, de leur capacité à faire des choix politiques. J'ai presque envie de dire simplement plus éthiques que politiques en l'occurrence, et c'est pas le cas. Et vous pensez quoi alors 2029, l'Arabie Saoudite qui va organiser les Jeux asiatiques d'hiver? Oui, voilà, on est sur des pays qui décident de faire de la
relations publiques à travers le sport. C'est pas nouveau, mais qui le font vraiment, vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire avec l'argent. Bon, il y a quand même des soupçons énormes de corruption par rapport à ce qui vient de se passer au Qatar. L'Arabie Saoudite, aucun des autres pays ne voulait l'organiser. Ils vont sortir. La Coupe du Monde du Qatar va coûter plus cher que l'intégralité des Coupes du Monde qui ont précédé. Je veux dire, ils sortent des sommes d'argent absolument conséquentes. Et c'est pas pour payer les travailleurs qui sortent ces sommes d'argent. Il faut savoir le salaire là, qui est donné aux personnes qui travaillent pour construire ces stades aujourd'hui, dans un pays où le coût de la vie est bien supérieur à celui qu'on a chez nous, c'est 280 €. Ces gens sont donc obligés de vivre dans des espèces de parcs qui sont construits à l'extérieur des villes. Pour se nourrir, ils ont des espèces de marchés qui sont faits des marchés avec des détritus qu'on ne vend pas dans les centres commerciaux ou dans les autres pays. Enfin, je veux dire, il faut voir où on en est. Et donc, malgré tout ce qu'on tente de dire pour redorer l'image en disant le football fait avancer la démocratie s'il n'avait pas été, etc. C'est pas vrai. Est-ce que la démocratie a avancé en Chine depuis qu'on y a mis les Jeux Olympiques? Est-ce que la démocratie a avancé en Russie depuis la dernière Coupe du Monde? Voilà. Et donc, c'est ça qu'on essaye d'avoir. C'est des gens qui ne soient pas des anti-football ou des anti-sport ou des gens qui portent un regard méprisant sur les gens qui aiment le sport. Non, c'est pas ça. C'est logique. J'aime, on aime. Mais par contre, il y a un regard critique sur ce qu'on en fait aujourd'hui. D'accord, mais c'était la raison de l'invitation qu'on vous a lancée, à laquelle vous avez répondu, de donner votre opinion. Pas Qatar ce soir, donc .be, c'est bien. Avec 3W devant, oui, c'est important. Mais des fois. pour retrouver l'essentiel de la programmation qui va, j'imagine, s'étoffer au fil des semaines. Oui. Merci Pierre-Hébert d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Ce soir. Merci Fred Matriche. Vous regarderez, vous, la finale des Diables Rouges, alors, ou bien? Mais en tout cas, nous ne la diffusera pas. On s'est clairement positionné sur RTC. Merci à vous. Bon travail au Conseil communal. Merci à vous. Également, il y a encore pas mal de boulot. Merci d'avoir été là, Jean-Pierre Marzial, toutes les équipes d'RTC pour avoir réalisé cette émission. On se retrouve le week-end prochain. Ciao.